On va enchaîner dans un autre format, un peu plus en flash d'informations, pour vous proposer une séance où on va revenir sur certaines actualités, parce que vous avez des projets en bioinspiration qui suivent leur cours et qui même progressent. Et donc on va passer sur une séquence entre guillemets JT. Donc je vais me mettre de ce côté-là. Et c'est là où je posais la question à Elodie, mais je vois le retour de slide, donc on va un peu changer l'ordre pour s'adapter. On va revenir sur quelques dossiers pour savoir un petit peu où ils en sont. Et on va essayer de le faire en montrant du collectif, justement, comme François Spiro l'a évoqué à l'instant. Parce que ce qui est intéressant souvent dans les histoires de bio-inspiration et de biomimétisme, c'est que ce sont souvent des démarches collégiales, ou on pourrait dire chorales, pluridisciplinaires, où le télescopage des talents, des disciplines et des schémas de pensée qui justement se déformatent un petit peu, peut créer des aventures intéressantes et susciter de nouvelles idées. Donc, on va, pour cette séquence-là, s'il vous plaît, commencer avec une première équipe. Je veux bien qu'on affiche la diapo. Autour du régénératif, on l'a un peu évoqué avec Marc Simon de Suez à l'instant. Et je voudrais que me rejoignent sur scène, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, Christian Tamburini, Jacques Rougerie, Olivier Bocquet, Guillaume Terrasse et Amaury Thomas. Et j'ai la bonne surprise de voir que Jacques est là. Donc ça, c'est formidable. S'il vous plaît. C'est par ici que ça se passe. Merci Jacques, ça c'est la bonne surprise parce que je croyais que tu arrivais qu'à 14 h. Bonjour, enchanté. Excusez-nous, on ne s'est pas tous vus. Hein. Voilà. Asseyez-vous de part et d'autre. Et donc, on va parler d'un projet qui vous anime. Asseyez-vous, asseyez-vous. Merci beaucoup. Tous ensemble. Donc là, vous avez un parterre d'architectes, d'océanographes, de poètes, d'ingénieurs, de groupes industriels, de spécialistes du milieu marin, d'instituts de recherche, etc. Et on adore ces histoires de groupes. Et vous êtes en train de travailler sur un projet. Alors, je ne sais pas comment vous le prononcez. On va regarder une toute petite séquence vidéo qui anime les différentes photos que tu m'as envoyées, Olivier. Et puis ensuite, vous nous racontez l'histoire et vous nous racontez ce qui va se passer. Ah non, attendez, on va quand même rester un peu avec vous. Je veux bien qu'on lance la petite séquence vidéo. Alors déjà, je ne sais pas comment vous le prononcez, mais c'est quoi attendez, j'ai oublié d'attraper des micros en passant. N'inquiétez pas. Merci, pardon Elodie. J'y ai pensé tout à l'heure, puis je ne l'ai pas fait. On va commencer avec Olivier qui va nous raconter un peu l'histoire, et puis j'en donne un aussi de l'autre côté. Merci Jacques. Alors Olivier, c'est quoi cette histoire et ça se passe quand et pourquoi vous êtes réunis tous ensemble? Alors, peut-être avant de parler de ce sujet-là, il faut peut-être remettre les choses dans leur contexte. On a gagné avec Christian, donc MIO, il y a 2 ans, un prix coup de cœur, le prix coup de cœur de la Fondation Jacques Rougerie, donc voilà, qui est avec nous, et qui était un projet de récif artificiel au large de Marseille, sur l'archipel du Frioul. Vika a été parrain de ce prix-là. Et le projet était prospectif, il a pas débouché. On a continué à faire des projets avec Christian, donc avec le MIO. Notamment, on a une thèse sur la bioluminescence. Et ce projet, le projet sur la bioluminescence, a rebondi plus récemment sur un autre projet, donc qui est celui dont on voit les images ici, qui est un projet de colonisateur artificiel qu'on va mettre au fond de la Méditerranée au printemps prochain, donc qui sera mis à l'eau par l'Ifremer, par le Nautile, et qui a vocation à... Donc voilà, on voit qu'il est inspiré de la structure vasculaire des éponges. Il a vocation à attirer la biodiversité, comme son nom l'indique, c'est un colonisateur. Et il va nous permettre de... il va être grimpé sur son dos par un petit robot qui s'appelle Batibot, d'où le nom du projet un petit peu imprononçable que tu disais. Et donc, il va avoir
pas mal de vocations, voir comment la biodiversité se développe à ses profondeurs et aussi mieux comprendre les évolutions du climat par tout un tas de capteurs qui vont être, de caméras qui vont être sur ce robot, mieux comprendre l'évolution climatique et comment ça se traduit au fond de la Méditerranée. Okay. Il sera pris dans une sorte de ville. C'est assez grand, hein? C'est assez grand, ça fait 4,50 m de long par à peu près 2 mètres de large. Et pourquoi il a cette structure un petit peu surélevée? C'est simplement pour que le robot qui a des chenilles ne vienne pas lever trop de sédiments. Donc on le lève un petit peu du fond marin. Et donc la structure qui est entre la dalle du fond et la dalle qui reçoit le robot est inspirée de cette éponge. Je reviens vers vous dans une seconde, je fais un petit détour par Jacques. Jacques, vous créez votre cher habitat sous-marin, votre habitat sous la mer. Absolument. Absolument. Ce projet, je le trouve magnifique pour différentes raisons. Parce qu'en effet, par rapport à la biodiversité, par rapport à l'habitat sous-marin qui m'est cher, c'est un accompagnement indispensable pour l'homme sous la mer, que cette biodiversité autour de l'impact que peut avoir l'homme sous la mer, de pouvoir développer cette biodiversité. Mais pour revenir donc à la Fondation, je suis très heureux de voir qu'un projet qui a été primé, et c'est le but de la Fondation, puisqu'on prime 3 catégories de prix depuis 10 ans, l'espace, le village lunaire sur lequel on travaille, enfin sur lequel les jeunes travaillent bien sûr, on a d'excellents résultats avec Claudie Aigneret. Et puis la problématique de la montée du niveau des océans, ça peut être aussi une des solutions. On peut aller plus loin à travers ce projet qu'on voit ici par rapport à la dégradation des rivages. Ça peut être justement une réponse. Mais là, c'est un projet qui a été primé il y a 2 ans, hein, c'est ça Olivier? Voilà, il y a 2 ans. Et ce qui nous intéresse à la Fondation, c'est que ces jeunes qui sont primés, comme Olivier, comme toute son équipe, en transversalité, comme Alain vous disiez tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'ils puissent réaliser leurs rêves et de les mettre en contact avec des industriels, avec des instituts. Là, par exemple, ça tombait bien quand Olivier a rendu ce beau projet qui a fait l'unanimité. Et ben, c'était Vicat qui était le parrain, en quelque sorte. C'était la promo Vicat. Donc, vous voyez, ça nous a permis de les mettre en contact et de faire un certain nombre de publications. Donc, la vocation de la Fondation, c'est avant tout les projets primés, de pouvoir les réaliser si possible. Ouais, ça, c'est formidable parce que, effectivement, l'objectif, c'est quand même que le projet devienne réalité. En matière de recherche, en amont, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur quoi ça repose et quelles sont vos attentes, peut-être? Alors, nos attentes principales sont l'observation, parce que finalement, on connaît très peu de choses sur le milieu marin profond. C'est quelle profondeur? 2400 mètres de profondeur, ça sera mis à 2400 mètres de profondeur. Donc ce projet, il est unique sur bien des plans. Ça sera la première fois, effectivement, qu'on aura un robot qui va rester pendant 24 heures sur 24 connecté et en direct. Quand il sera connecté, on aura les images en direct du récif, enfin du colonisateur profond et du reste. C'est l'observation. Moi, je travaille au CNRS et pour observer l'océan, il nous faut du temps. Et on espère mettre Batibot sur une dizaine d'années, à minima, au fond. Et l'idée du colonisateur, c'était d'augmenter nos capacités de voir des organismes dans un environnement qui est une plaine abyssale où il peut y avoir peu d'organismes, et surtout aussi voir des organismes bioluminescents. Et le fait que le colonisateur soit fait avec autant d'infractuosité va augmenter nos chances de revoir des organismes bioluminescents. Donc c'était aussi... Et alors, pour la boutade, au départ, quand j'ai pensé à ce colonisateur, ça a été lancé comme ça. Et en fait, ça s'est... Ouais, c'est souvent les meilleures idées, hein, quand elles sont lancées comme ça. Créé, Merci beaucoup. Côté industrie et additive printing, c'est important aussi. On va faire court parce que vous pouvez retrouver cette formidable équipe au niveau S2, donc Est, c'est-à-dire quand vous sortez à gauche, parce qu'ils se sont regroupés justement pour présenter tout ça et ils sont là pour discuter avec vous. Alors, un mot côté industrie et solide. Eh ben, écoutez, moi je suis fier de représenter le groupe Vicat. Je suis heureux de partager cette expérience avec ses partenaires.
Nous, chez Vika, on a pour charge justement de comprendre finalement quelles sont les problématiques, les besoins de nos partenaires, les transformer dans un cahier des charges et puis après faire en sorte que ce colonisateur soit réalisable. On a décidé, au regard des contraintes qui nous sont imposées, d'utiliser un procédé innovant d'impression 3D très spécifique. Je laisserai Jim le présenter peut-être plus en détail. Et pour le coup, voilà. Donc, notre objectif, c'est répondre à ce cahier des charges avec une solution innovante, avec une solution d'impression 3D, utilisant une solution d'encre Vika, haute performance, qui sera durable dans le temps et qui répond encore une fois à tous les besoins. Bah écoutez, merci. Je rappelle pour info que Vika était un des parrains qui avait aidé Estelle Cruz, qui est architecte et ingénieur et chargée de mission au CBIOS, à faire un tour du monde il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, à la rencontre d'instituts de recherche et d'architectes sur le biomimétisme. Donc ça, c'était il y a 3 ou 4 ans, et Vika était un des parrains qui avait permis à Estelle de faire ce road trip. Un mot sur SoLiquid. Et très rapidement, oui. On a été de manière très intéressante sollicité sur ce projet en fait, on développe une technologie d'impression 3D qui a la particularité d'utiliser une matrice de gel pour être imprimée. Donc, on vient déposer un matériau en suspension qui solidifie dans une matrice. Et c'est la raison pour laquelle on a été sollicité, c'est que ça permet d'atteindre des niveaux de complexité géométrique qui sont difficiles à atteindre avec d'autres procédés. Voilà. Bon, formidable. C'est une autre illustration intéressante parce que biomimétisme et additive printing font généralement bon ménage. Je me souviens d'une intervention de Frédéric Vacher, le directeur d'innovation de Dassault Systèmes, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps à Bioim Expo, qui nous expliquait qu'aujourd'hui, avec l'additive printing, avec la modélisation 3D et les simulations, on pouvait concevoir l'inconcevable parce que les structures du vivant sont fabuleusement sophistiquées et qu'on est toujours en addition de matière et pas en soustraction. Merci infiniment. On termine ce plateau. On vous retrouve de toute façon sur le niveau S2 et on va passer à d'autres autres séquences d'actualité pour pouvoir vous libérer vers 35 ou 40 pour la pause déjeuner. Merci beaucoup. À plus tard. Merci beaucoup. On va enchaîner.